troisième et dernier point, je n'ai pas de commentaires à faire sur les mœurs des uns et des autres. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, et je ne considère pas que je dois me justifier des opinions des uns et des autres, parce que, comme vous l'aurez remarqué, nous sommes des personnes différentes, et tous les gens qui sont arabo-musulmans ne partagent pas nécessairement les mêmes opinions. 17h39, merci d'être avec nous. C'est, selon Gérald Darmanin, un possible ennemi de la République que je reçois maintenant. Bonsoir Marwan Mohamed. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous avez dirigé le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, qui est désormais menacé de dissolution par le ministre de l'Intérieur. Voici pourquoi. Voilà une association qui a été manifestement impliquée, puisque le père, je mets des guillemets, qui a mis en vidéo et qui a lancé une fatwa contre ce professeur, il n'y a pas d'autre mot, fait référence très clairement à cette association. C'est une association qui touche des aides d'État, des déductions fiscales, et elle dénonce l'islamophobie d'État. Nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'effectivement c'est un ennemi de la République. Je souhaite aussi que Baraka City soit proposé à la dissolution du Conseil des ministres. Vous considérez que le CCIF est un ennemi de la République? Juste d'abord, avant de répondre sur le fond, j'aimerais avoir quelques mots pour la famille de Samuel Paty, pour les enfants de ce collège, les familles de cet établissement, et puis le corps enseignant. Et à l'heure où on devrait être dans un moment de deuil, un moment de rassemblement national, je suis désolé, et puis pour dire la vérité, un peu consterné qu'on ait ce type de récupération politique dans le temps du deuil. Maintenant, pour répondre à Gérald Darmanin, je suis toujours assez médusé de voir des gens qui savent pas gérer un stock de masques et qui espèrent donner des leçons à 5 millions de musulmans. Cette demande de dissolution, elle correspond pas à une réalité. Ça n'a pas grand-chose à voir, hein, vous me l'accorderez. Oui, ça n'a strictement rien à voir. La dissolution du CCIF, Association de défense des droits humains, n'a strictement rien à voir avec le moment du deuil et de lutte contre le terrorisme dans lequel on devrait être. Je parlais de l'association que vous faites avec la gestion du masque. Est-ce que le CCIF est un paravent de l'islam radical en France? Non, mais les gens qui lancent ce type d'accusation ont un objectif clair. Faire passer la lutte contre tous les racismes, et en l'occurrence la lutte contre l'islamophobie, pour au bout du compte une revendication religieuse et identitaire. Ce n'est pas le cas. Le CCIF, comme toute association de défense des droits humains, est formé et composé d'avocats, de juristes, de gens qui sont là pour assister des victimes de discrimination et de violence. Ce travail, c'est un travail qui doit nous engager tous aujourd'hui. Alors, je vais vous reposer la question un peu différemment, avec des choses bien concrètes, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Des horaires différents dans les piscines municipales pour les hommes et pour les femmes, des certificats médicaux de complaisance pour que les petites filles n'aillent pas en cours de sport, à l'école. Est-ce que lutter contre cela, pour vous, c'est légitime ? Tous ces points ne sont pas de la compétence à proprement parler du CCIF. Il n'y a pas de cas de discrimination manifeste, il n'y a pas d'injure à caractère racial. Maintenant, je vais vous répondre sur le fond par rapport à des certificats de virginité ou ce type de certificat. Personnellement, j'y suis opposé. Maintenant, ça ne correspond pas à une espèce de phénoménologie, ça ne fait pas partie de la lutte contre le racisme. Sur la question des horaires de piscine, sur la question des burkinis, moi, je suis pour une position simple. Je suis pour que les gens puissent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, habillés comme ils veulent. Dans le cadre des lois de la République. Dans le cadre des lois de la République. Mais le simple fait de devoir le rappeler, ça semble être une évidence. Maintenant, quand il y a des lois ou des mesures qui sont passées, comme ça a été le cas en 2016, avec des volontés d'interdire le burkini ou bien des maillots couverts qui ciblaient explicitement des femmes musulmanes, c'est normal que la Ligue des droits de l'homme ou le CCIF se portent en justice, tout simplement pour rappeler le droit, puisque c'est leur métier. Le cadre est posé, on va revenir évidemment à ce qu'il s'est passé vendredi soir. Est-ce que le CCIF est impliqué d'une manière ou d'une autre, dans le meurtre de Samuel Paty? Je vais vous répondre de manière très précise et très exacte, puisque j'ai eu le temps de faire les vérifications nécessaires. Le CCIF n'a pas la moindre implication, ni de près, ni de loin. Que ce soit dans l'incitation à la violence contre Samuel Paty, que ce soit dans la diffusion de la vidéo qui a alimenté la polémique autour de ce professeur, pire encore. Le CCIF est un service d'assistance aux victimes. Donc la première étape de ça, c'est qu'il y a une hotline, il y a une helpline qui recense les saisines du CCIF, qui en reçoit chaque année des milliers. Le monsieur qui a diffusé cette vidéo a contacté le CCIF pour essayer de mobiliser autour de lui. Et il vous a contacté, il vous a dit quoi? Il a dit quoi à l'association? Il a contacté, il a fait une saisine comme des milliers de personnes et le CCIF automatiquement recueille le témoignage, prend des notes afin de recontacter ensuite les personnes pour déjà vérifier les faits. Mais avant même d'enclencher cette procédure, la personne qui était au guichet lui a dit une chose très simple. Monsieur, nous faisons passer l'information, nous vous recontacterons si nous le jugeons utile. En attendant, nous considérons que la diffusion de cette vidéo est problématique et nous vous conseillons de la retirer. Est-ce que vous condamnez ce type de dénonciation via les réseaux sociaux? Le type de lancement, de désignation de personnes individuellement pour cible, non seulement est problématique, non seulement est contre-productif, mais peut aboutir, comme on l'a vu sur cette fois, à des situations dramatiques. La méthode du CCIF, dans ce cas, si elle avait été saisie correctement et dans les voies habituelles, ça aurait été tout simplement de faire un rappel à la loi et d'ouvrir un canal de dialogue pour que les choses puissent s'apaiser de manière tout à fait naturelle, comme c'est le cas pour la plupart des dossiers chaque année.
est très clair. Est-ce que vous condamnez, encore une fois, est-ce que vous condamnez la diffusion ou ce type de dénonciation via les réseaux sociaux? Je viens de le répéter, la dénonciation contre des personnes est contre-productive et dangereuse et on la condamne dans la tête. Vous ne le feriez jamais au CCIF. Mais vous me mettez en accusation. Non, je vous pose des questions. Je ne mets personne en accusation, c'est pas mon boulot. Je vous fournis des réponses. Regardez rapport par rapport et constatez que l'essentiel de la résolution des dossiers du CCIF se fait par médiation. Ce ne sont pas les méthodes du CCIF, mais c'est la responsabilité du CCIF aussi de mettre en évidence des discours lorsqu'ils sont dans la bouche de personnalités politiques ou d'intervenants, de commentateurs qui ont des propos racistes. C'est comme ça notamment qu'Éric Zemmour a été condamné. C'est comme ça notamment que des médias qui parfois virent à l'extrême droite et qui tiennent des propos calomnieux, injurieux, discriminants envers nos concitoyens de confession musulmane ont été condamnés. Ça veut dire qu'au bout du compte, ce qui est reproché au CCIF, c'est tout simplement de faire son travail correctement. Monsieur Mohamed, vous parlez concernant cette affaire et notamment les vidéos qui ont été publiées par ce parent d'élève de conciliation, d'espace de dialogue. Est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé, c'est-à-dire le fait que des parents d'élèves reprochent à un professeur de montrer en classe des caricatures, est-ce que vous considérez que cela doit relever d'un espace de dialogue ou d'un espace de médiation? En clair, est-ce que vous considérez qu'il est normal, légitime, en République, qu'un professeur montre des caricatures, ou bien est-ce que vous considérez que d'une certaine façon, les plaintes, les critiques de ces parents d'élèves sont légitimes? Moi, je suis parent de plusieurs enfants et j'ai un principe de base à la rentrée, c'est que je dis aux professeurs qu'on a confiance en eux. On a confiance en eux sur l'ensemble de leur ligne pédagogique. On a confiance en eux sur la bienveillance et le souci qu'ils ont d'instruire nos enfants correctement. Maintenant, que ce soit sur le cours de mathématiques ou le cours de français, les professeurs m'interrogent parfois sur qu'est-ce qui se passe à la maison. Et moi, pareil, je les interroge parfois, comment est-ce que vous avez vu, comment est-ce que vous avez abordé ce sujet. Ça m'intéresse au moment de la réunion parents-professeurs. Est-ce que ça veut dire que je souhaite m'immiscer dans la direction? Est-ce qu'on peut, quand on est prof de 4e, montrer ou non une caricature de Mahomet à des élèves? En classe, le professeur fait ce qu'il veut. Il est responsable. Se plaindre est légitime. Participer à la vie scolaire, au projet éducatif, c'est aussi participer en tant que parent et dire les points sur lesquels on a besoin d'être entendu, d'être rassuré. Ce qui s'est passé dans ce collège et qui a abouti à cette situation dramatique, au bout du compte, aurait pu totalement être évité. Par ailleurs, au sein même de l'équipe, si ce monsieur n'avait pas diffusé cette vidéo, s'il n'avait pas désigné ce professeur pour cible, on n'aurait pas eu des gens qui sont totalement extérieurs à la situation, qui s'immiscent et qui, au bout du compte, visent le professeur. Dans les communautés éducatives, partout à travers le pays, au quotidien, les parents sont impliqués dans la vie scolaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'immiscer dans le discours des professeurs qui sont, encore une fois, totalement libres de ce qu'ils enseignent en classe, mais ça veut dire que la relation qui lie les parents à l'établissement est une relation de confiance et de conscience. Oui. Maintenant, sur la mise en cause du CCIF, peut-être on pourrait en dire quelques mots. Une dernière petite question, parce qu'évidemment, notre sujet ce soir, c'est ce qui s'est passé vendredi soir à 17h à Conflans-Sainte-Honorine. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été choqué qu'un enseignant puisse montrer des caricatures, en l'occurrence une caricature du prophète nu, à des élèves? Non, ça me choque pas outre mesure. J'ai une désapprobation de principe avec le fait de montrer des images du prophète Mohammed que l'on considère comme une personnalité à part, exceptionnelle chez les musulmans. Mais j'ai l'habitude du débat public, j'ai l'habitude du débat d'idées et je considère qu'à l'intérieur même d'une salle de classe, les élèves doivent être suffisamment en confiance pour pouvoir aborder ces sujets. Maintenant, la preuve la plus évidente de ça, c'est que le collectif contre l'islamophobie n'a jamais attenté de plainte ou de procédure juridique pour blasphème. Et s'il est visé aujourd'hui par ces demandes de dissolution qui sont d'abord et avant tout politiques, puisqu'aujourd'hui ces perquisitions, elles ont, comme le ministre de l'Intérieur le revendiquait aujourd'hui, une motivation politique et non judiciaire et non factuelle. Il s'agit d'envoyer un message d'intimidation à un certain nombre d'associations et c'est pour ça qu'aujourd'hui la plupart des associations de défense des droits de l'homme font corps autour du CCIF. Juste d'un mot, Gérald Darmanin a cité le CCIF, mais aussi une association qui s'appelle Baraka City, qui est dirigée par Idriss Siamedi, que vous avez défendu plusieurs fois, notamment qui a été perquisitionnée. Vous considérez que la dissolution de Baraka City n'est pas légitime. Un mot sur cette personnalité. Il a dit ne pas vouloir serrer la main des femmes. Il a dit ne pas condamner la polygamie. Est-ce que vous considérez que ce type de personnes à la tête d'associations qui se prétendent sociales sont compatibles avec les valeurs de la République? N'est-il pas légitime, quand on est ministre de l'Intérieur, de dire ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir dans notre pays, c'est une association qui ne peut pas recevoir de subsides. Bref, est-ce qu'il n'est pas tout à fait légitime de vouloir s'en prendre à ce type d'association? Vous m'interrogez en 400 mots, je vais me permettre de vous répondre en 3.
Premier point, une association qui fait des distributions de repas, une association qui fait des collectes pour des puits en Afrique, de manière générale, je n'ai pas forcément envie de criminaliser ce type d'activité. Deuxième point. Sur le patron en particulier. Deuxième point, j'ai des désaccords de fond dans la méthode comme dans les objectifs avec l'association, comme avec le dirigeant de cette association. Mais comme nous sommes des défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales, et j'espère que vous me rejoindrez sur ce point, on ne peut pas accepter qu'un État, à un moment donné, utilise des moyens disproportionnés de perquisition vis-à-vis de familles, vis-à-vis d'enfants qui sont les victimes, les premières cibles d'une forme d'humiliation. La perquisition était pour une menace qui avait été faite sur une personne sous protection policière, en l'occurrence. Je ne discute pas de l'investigation qui est menée. Je discute du fait que lorsqu'il s'agit de Idriss Sy Ahmedi, on envoie des perquisitions, on le plaque au sol devant son épouse et ses enfants, mais quand on visite le ministère de la Santé ou quand on visite d'autres structures ou d'autres figures politiques, tout de suite on est capable de faire preuve de retenue dans les moyens qui sont mis en œuvre. Troisième et dernier point, je n'ai pas de commentaires à faire sur les mœurs des uns et des autres. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, et je ne considère pas que je dois me justifier des opinions des uns et des autres, parce que, comme vous l'aurez remarqué, nous sommes des personnes différentes, et tous les gens qui sont arabo-musulmans ne partagent pas nécessairement les mêmes opinions et les mêmes manières de faire. Ça fait partie d'un processus aussi d'amalgame et de stigmatisation, de considérer que les associations doivent être tributaires des unes et des autres, et que les personnes musulmanes doivent être titulaires et comptables des actes et des déclarations des uns et des autres. Chacun est libre, et chacun s'exprime en son nom. Merci.